Nouvelle-Calédonie, actualité. Bientôt 100 médecins, les habitants de Wailou s'inquiètent. Une réunion d'information s'est tenue ce matin avec la mairie. Les détails de cette rencontre dans quelques instants. L'ASAF, l'association sportive académie féminine, ce n'est pas seulement du football. Elle a aussi pour objectif la réussite scolaire et l'épanouissement de ses bénéficiaires. Des ateliers d'échange que mettra en avant Chloé dans la rubrique Inspiré. Vous êtes filmés. Et enfin, la 25e édition du Festival du cinéma de la foi s'ouvre ce soir. Dans quelques instants, nous aurons en direct de la foi Delphine Ollier-Vindine, déléguée générale et programmatrice de l'événement. Et nous ouvrons ce journal avec cette 25e édition du Festival du cinéma de la foi. L'événement doit s'ouvrir à 18h. Mais Delphine Ollier-Vindine, déléguée générale du Festival du cinéma, a bien voulu nous accorder du temps avant. C'est ce qui explique que l'on ouvre ce journal avec cet événement. Delphine Ollier-Vindine, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors la 25e édition s'ouvre ce soir. Quelles nouveautés attendent cette année les festivaliers ? Eh bien, l'idée pour les 25 ans du festival, c'était forcément de faire des cadeaux, de proposer des nouveautés. C'est ainsi que depuis le 7 juin, on a déjà proposé une exposition sur les réalisateurs et les réalisatrices du pays. Il y a déjà eu également quelques séances en préfiguration dans des nouveaux lieux comme le parc urbain de Sainte-Marie. Il y aura prochainement une séance au driving et puis bien sûr, comme traditionnellement, de nombreuses séances au Ciné La Foi, à Nouméa et principalement au Ciné City. Alors, deux invités internationaux, donc cette année, Valérie Donzelli et le réalisateur néo-zélandais Welby. Donc, qu'est-ce qui a motivé ces choix ? La qualité de leurs films, tout simplement. Chacun a un univers cinématographique vraiment particulier, personnel, pertinent. Ce sont d'excellents réalisateurs. Alors, le festival fête donc son quart de siècle. Il met en avant les acteurs locaux du cinéma. Comment le secteur a évolué donc au pays ? En tout cas, depuis la première édition du festival, où on accueillait des films qui étaient tous des petits courts-métrages amateurs, on mesure vraiment l'énorme travail qui a été effectué par les équipes locales. Les films qui sont présentés en compétition sont vraiment d'excellentes teneurs. Et je vous invite d'ailleurs à les découvrir, puisqu'il y aura plusieurs projections, soit ici au Ciné La Foi le jour de la compétition, soit au Ciné City, donc où le programme calédonien sera proposé au format cinéma en deux parties. Rendez-vous ce week-end à la fois. Delphine Ollier-Vindine, merci d'avoir accepté notre invitation et bon festival. Merci à vous. Dans l'actualité, le dernier médecin privé de Wailou s'en va. Il n'y aura pour l'heure aucun remplaçant. Une situation médicale critique qui inquiète les habitants. Ce matin, une réunion publique s'est tenue à la mairie pour informer les administrés des conséquences d'une telle situation et réfléchir à de possibles pistes de solutions. Sur place, notre journaliste Lina Wakassiou. Les habitants de Wailou étaient déjà nombreux ce matin devant la mairie, attendant l'heure pour la réunion publique concernant le départ du seul médecin privé de la commune. Dans la salle, les regards sont crispés et l'inquiétude se lit sur les visages. La population est dans l'incompréhension face à cette situation, alors que le départ du médecin était prévu depuis plusieurs mois déjà. On le voit, Simia, il a craqué pourquoi ? S'il est tout seul. Nous, il nous faut deux au minimum. Je ne peux pas aujourd'hui, la commune de Wailou, avec toutes les écoles et tout ça, on ne peut pas se permettre d'avoir un médecin. Parce que quand même, si on peut, quand tu me retrouves là, le dernier jour, c'est moi. Alors on pouvait se rencontrer pour faire ça rapidement. Avec plus de 4000 administrés, la mairie de Wailou n'a cessé d'alerter la province Nord, compétente en la matière, quant à la situation critique de la commune. Donc au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de solution. Il faudrait que la province et que le gouvernement s'emparent de la question
et nous fasse des propositions. L'idée, c'est que nous, on n'est pas du tout compétents sur ces questions-là et on n'a pas de solution. Même des solutions transitoires, parce qu'on se mettrait dans l'illégalité et c'est pas du tout ce qu'on envisage de faire. On peut faire de la correspondance de courrier, de mail, de téléphone, mais c'est pas ça qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est d'avoir un docteur qui fasse le travail. C'est surtout ça l'objectif qu'on veut atteindre, quoi. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de docteur et le problème persiste. Les habitants de Wailou attendent des retours rapides des autorités compétentes pour régler au plus vite la situation. Ils se disent prêts à se mobiliser massivement si aucun retour n'est fait. Il faut que la population se mobilise. Parce que ce n'est pas juste la mairie ou les coutumiers, c'est tout le monde qui doit se mobiliser, surtout les jeunes. Parce qu'on arrive maintenant à un moment donné où tout le monde doit se mettre ensemble et de parler d'une même voix. Même si on va à la province, même si on va au gouvernement, ça on défend, nous, on défend notre population. Donc par le biais de la mairie, par le biais du maire. Pour l'heure, une pétition circule pour porter d'une même voix le problème. Contactée par communiqué, la province Nord a répondu, je cite, persister dans le recrutement uniquement a vite été vu comme une fin de non-recevoir et c'est en ce sens que les solutions de téléconsultation ont été mises en œuvre, un système qui sera déployé dans les unités médicales provinciales. En bref, justice, les investigations des gendarmes se poursuivent. À Koné, une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte. Enquêteurs et parquets sont particulièrement déterminés afin d'interpeller les suspects. Mercredi, une opération de prévention du braconnage a donné lieu à un échange de tirs. Des gendarmes et des gardes nature ont été pris pour cible. Paul Niaoutine, président de la province Nord, condamne avec fermeté la violence commise à l'encontre des agents assermentés. Dès dimanche, les internats de la province Nord n'accueilleront pas les enfants. Les établissements scolaires également seront fermés lundi et mardi. L'internat de Tarimen à Marie donc sera également fermé en cause la grève illimitée lancée par l'intersyndicale de la fonction publique. Des informations annoncées aujourd'hui lors d'une conférence de presse au siège de l'USOINC à Ducos. Les revendications portent sur l'augmentation du point d'indice de 3,5 points. Écoutons Tony Dupré, porte-parole de l'intersyndicale au micro de Vanessa Kelly. La situation elle est intenable. On rappelle qu'on est la seule catégorie donc de salariés et de retraités, il faut le dire aussi, en n'avoir rien obtenu comme augmentation, donc comme bienfait pour le pouvoir d'achat. Depuis 2017. On a prouvé notre capacité donc à s'investir également dans toutes les réformes qu'a mis en place le gouvernement, réforme fiscale, réforme économique. On a été présent, on a donné. Aujourd'hui, on est en droit. Donc on est en droit d'obtenir donc cette revalorisation salariale pour l'ensemble des agents publics et retraités. C'est un mouvement pays, donc forcément donc, l'ensemble du pays sera impacté, que ce soit au niveau de l'enseignement, des internats, du trafic aérien, des services publics. Mais c'est le but d'une grève. On nous a poussé à en arriver là, malgré de notre part une volonté de négocier. On a fait donc des propositions qui tenaient compte du contexte budgétaire de la Calédonie, notamment le fait d'étaler ces 3,5 points donc sur un an. Même à ce niveau-là, on n'a pas été entendu. Donc le dernier recours qui nous reste maintenant, c'est de repartir sur une grève, mais cette fois une grève illimitée. Voilà, et suite à cette grève, parents, vous êtes invités à vous renseigner sur l'ouverture ou pas des services de cantine et de garderie de votre commune. Les pluies génératrices de débordements des cours d'eau devraient augmenter de 20% d'ici à 2100 à cause du changement climatique. La communauté du Pacifique a accueilli une réunion pour analyser les résultats d'une étude sur un outil d'aide à la décision en cas de risque de crue. Regardez ce reportage, il est signé Anna Mazer-Pirodon. Mieux protéger la population quand les cours d'eau débordent est possible. C'est ce que démontre l'étude menée dans le cadre du projet Protège, financé par l'Union européenne. Restituée ce matin à la communauté du Pacifique, elle vise à créer un outil d'aide à la décision en cas de risque de crue.
Cet outil nous permettrait de savoir, étant donné les pluies qui ont été observées ou qui sont prévues, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact sur les zones vulnérables, les zones inondables, à quelle quantité d'eau, quel débit de crue on peut s'attendre. Cet outil de prévision sera opérationnel dans plusieurs mois, voire années, si la Nouvelle-Calédonie décidait de s'en doter pour s'adapter aux conséquences du changement climatique. Protège, lutte contre ou essaie de faire en sorte qu'on s'adapte mieux aux problématiques liées au changement climatique. Et clairement, la prévision de crue, c'est une méthode pour s'améliorer face aux phénomènes de pluie qui sont en train de s'intensifier avec les années dans la région. Les pluies génératrices de crues devraient augmenter de 20% d'ici à 2100. Ce futur outil de prévention serait d'une grande aide, notamment pour prévenir les populations. Il faut imaginer une carte avec les secteurs en jeu qui vont se colorer en fonction du niveau de risque. Et comme ça, en un clin d'œil, la direction de la sécurité civile est à même de se dire là, sur ce secteur-là, j'ai un danger potentiel et donc il faut que je me prépare à intervenir avec un délai d'anticipation qui est aujourd'hui de 2 à 3 heures parce que c'est des petits bassins versants qui sont sujets aux crues éclairs. Et on espère dans le futur, en ayant de la prévision de pluie à des horizons un peu plus larges, de pouvoir aussi gagner sur les délais d'anticipation. Sur les 40 dernières années, les inondations ont causé 25 décès sur la Grande Terre. Votre prochaine rubrique sera présentée par notre stagiaire Boaoré Tiéa. Bonsoir Boaoré. Bonsoir Elise. Nous sommes vendredi, il est donc temps de découvrir la chronique de Chloé. Inspiré, vous êtes filmé. Ce soir, Chloé nous parle de l'ASAF, Association Sportive Académie Féminine, et de sa dimension socio-éducative. L'association met en place des actions qui contribuent à la réussite et l'épanouissement des jeunes femmes qu'elle encadre. Chloé Yentao nous en dit plus. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de l'association sportive Académie Féminine, plus connue sous le nom d'ASAF. Et oui, vous avez déjà entendu parler de cette équipe de foot 100% féminine, puisqu'elles viennent de remporter la Ligue des champions d'Océanie. Rien que ça. Et vous allez voir, l'ASAF, c'est bien plus qu'un club de foot. Depuis la création avec Christelle Wanawe, donc on a fondé cette association sur 3 axes. L'axe scolaire, c'est-à-dire le soutien scolaire, l'accompagnement. L'axe éducatif par la mise en place d'ateliers, de découverte d'activités, d'échanges avec des intervenants divers et variés. Et l'axe sportif, bien évidemment, qui est donc la section football et la section sport santé de la SAF. Ok. Bon, tout le monde est complet. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Aziza? Du coup, là, je suis en train de compter les filles pour la fiche de présence, pour voir qui sont celles qui sont présentes pour l'aide aux devoirs. Et ça s'organise comment, du coup? Là, il y a différentes salles, à ce que je vois. Oui, du coup, là, en salle d'études 1, ici, nous avons plus les matières scientifiques, les maths, etc., physique. Ici, nous avons les matières d'histoire géo, quelques langues. Et puis en salle au fond, c'est plutôt les langues. L'accompagnement aux devoirs, ça se déroule tous les mercredis au sein de nos locaux, de 13h30 à 15h à peu près. Ça dépend si on a beaucoup de devoirs ou pas beaucoup de devoirs. En fait, les locaux sont ouverts tous les jours après l'école, donc à chaque fois que certaines viennent en autonomie aussi pour avoir accès aux ordinateurs et travailler, parce qu'il y a des bureaux que c'est peut-être plus calme qu'à la maison des fois. Ouais. Et le mercredi, on essaye de faire venir des intervenants, ce qui n'est pas toujours facile. C'est le créneau horaire déjà qui est difficile, 13h30 à 15h. Et puis parce que le bénévolat aujourd'hui, c'est difficile. Mais on est toujours ouverte à des personnes qui veulent venir aider sur ce domaine-là. Aider un petit peu à passer derrière, les filles elles font les exercices et c'est juste vérifier et relire un petit peu avec elles, puisque même si c'est terminé, au moins de s'assurer que la leçon elle a bien été apprise et que l'exercice il n'a pas été terminé pour être juste terminé. Okay. Culturellement aussi, on n'en est pas encore au même niveau les filles et les garçons dans la pratique du sport. Et chez les filles, c'est très important à l'école, en tout cas dans les retours qu'on a par rapport aux familles. Donc il faut d'abord prioriser l'école. Et si ça marche bien, on peut faire du sport et du foot. Donc ça, c'était dès le début, dès la création, réfléchi pour que les jeunes filles, elles n'aient pas de frein en fait à la pratique. Et grâce à tout ce cadre-là, elles peuvent performer au football après. Parce que tout ça est solide et que ça leur permet d'être bien. Ça donne de la motivation pour les devoirs aussi. Et
initier comme une activité aussi. Alors, les intervenants, ça peut être soit faire découvrir aux filles une nouvelle activité qu'elles ne connaissent pas, qui n'est pas forcément sportive, ça peut être tout type d'activité, ou bien des ateliers d'échange où on parle de sujets importants. Donc on a eu une nutritionniste qui est venue pour l'alimentation. Ça peut être sur l'hygiène de vie en général, faire venir des anciennes sportives de haut niveau. Il y a plein de sujets différents et ça leur permet d'avoir une ouverture d'esprit, de découvrir des fois des parcours de vie ou des métiers qu'elles n'auraient pas imaginé faire. Mais je pense que c'est très bien parce que ça aide aussi nos enfants à avancer aussi dans la vie. Du coup, je pense que c'est une bonne chose que Asaf fait aussi d'autres choses en fait. C'était mettre en place un environnement pour les jeunes filles qui leur permet de s'épanouir, mais pas que dans le football, mais sur tous les aspects de leur vie. Et de mettre ça en place, ça leur permet vraiment, je redis ce mot-là, mais l'ouverture d'esprit, c'est très très important parce que ça leur permet vraiment après de dire moi j'ai déjà fait ça, ça leur permet d'avoir des idées qu'elles n'avaient pas avant pour la suite de leur scolarité ou même dans leur vie personnelle ou future vie professionnelle. C'est comme une famille pour moi parce que je l'ai connue quand ça a commencé. Du coup, j'ai tout de suite j'ai inscrit ma fille et puis moi aussi je pratique également le sport santé. Ah oui. J'ai une des fans aussi des footballeuses aussi, voilà. T'as suivi leur parcours? Voilà, j'ai suivi leur parcours. Yes. Je suis très fière un peu de ce qu'elles ont fait un peu dans le Pacifique. Ouais. Du coup, c'est une joie pour moi en fait. Pour une maman comme ça, du coup, je me dis que ma fille plus tard, elle va peut-être suivre ce chemin. Avant, je faisais pas du foot. Mes notes, ils baissaient, c'est pas comme d'habitude. Mais maintenant, quand je joue au foot, si mes notes, ça monte parce que je suis toujours ici, parce que j'ai le temps de faire mes devoirs, puis le temps de jouer au foot. Et le foot, il m'apporte beaucoup de choses aussi. Des fois, j'ai des projets, j'ai envie de voyager aussi quand je joue au foot. Ça me donne envie de progresser. On continue dans le jeu, mais c'est un peu moins en physique. Non, ils ne sont pas ringards. Les jeux de société ont même le vent en poupe. Ils sont de plus en plus plébiscités par les Calédoniens. Les ventes sont au beau fixe et les bars à jeux se développent. Regardez ce reportage, il est signé Maëlys Vézir. Tous les mardis, les jeux de société viennent colorer les tables du bar Le Fronton à Nouméa, un concept de soirée-jeu implanté depuis 10 ans qui continue d'attirer de nouveaux adeptes. J'ai des amis qui m'ont proposé de venir. Je m'amuse, la nourriture est bonne, donc moi sans souci, tous les mardis je serai là. C'est la première soirée qu'on vient faire ici au Fronton et puis là c'est l'occasion justement de venir tester des jeux avant de les acheter. Ces jeux sont mis à disposition par la chaîne de magasins ludiques qui anime ces soirées spéciales et note l'attachement des participants. C'est que de l'échange, du partage, des groupes de deux qui viennent pour se mélanger avec d'autres groupes. Il y a beaucoup de gens qui viennent une première fois puis qui ramènent du monde parce que c'est un sujet qui plaît et qui fédère beaucoup. Donc oui, on sent que la demande est grandissante, on va dire. Au magasin ludique de Michel-Ange, qui comptabilise près de 10 000 références de jeux de société, les clients se multiplient. Selon Pierre, responsable de magasin, cet engouement n'a cessé d'augmenter depuis la crise sanitaire. Le Covid a tout fait exploser. On était tous séparés. Maintenant, les jeux de société, comme son nom l'indique, permet d'être en société, enfin de se retrouver. On a ouvert ce magasin spécialement pour le jeu de société. On a beaucoup de clients, beaucoup de retours positifs aussi. Preuve d'une demande toujours en hausse, le premier bar dédié entièrement aux jeux de société s'apprête à voir le jour à Magenta. Victor, jeune Calédonien à l'initiative du projet, s'assure des derniers préparatifs jusqu'au petit détail avant l'ouverture prévue courant juillet. Par exemple, pour pas que les verres se renversent sur la table, donc en faisant des petits porte-vœux gobelets en fait, que je fixerai par exemple ici, pour que le verre ne soit pas sur la table et qu'il ne se renverse pas sur les jeux. D'une capacité de près de 70 places, cet ancien snack rebaptisé le Spot proposera près de 150 jeux pour petits et grands du mardi au samedi. On vient et on paye une entrée avec une conso et le but c'est de jouer aux jeux, à tous les jeux. Donc il y a des jeux de société, il y en a en coopératif, il y en a en individuel, en équipe. Ici je vais même avoir des jeux géants en bois. Je voulais un projet pour les Calédoniens qui ont envie de jouer, des jeunes, des moins jeunes, n'importe quelle ethnie, n'importe quelle classe sociale. Créer du lien et faire société autour des jeux, tel est le reflet de cette nouvelle tendance qui se dessine dans une société où l'on passe en moyenne 3h30 par jour sur notre smartphone.
La mise en terre de l'igname chef va débuter sur le district de Penelo à Marais. Et comme chaque année, la fête du Wajawa vient célébrer ce tubercule sacré. Particularité de cette 29e édition, une exposition de photos dédiées au tubercule. Mais c'est avant tout une fête dédiée aux enfants du pays. La fête du Wajawa va durer tout le week-end. Je vous propose de regarder ce sujet. Les signes Duke Menango. Parmi toutes les variétés de wakoko, ou igname en langue néngone, il y en a une qui bénéficie d'une attention particulière. C'est celui-là, l'igname, chez nous à Marais, partout à Marais, c'est celui-là qu'on utilise dans les travaux coutumiers. On met dessus le tas d'igname, c'est celui-là, c'est l'igname du chef. Ici, Paguillaume nous montre le warayeriye, qui doit être planté en zone bien exposée au soleil. Mais il ajoute aussi que de nombreuses variétés de Wajawa ont disparu. La disparition des Wajawa, c'est à cause des escargots. Vous voyez les escargots, gros escargots, c'est lui-là qui a mangé tous les Wajawa. Paguillaume insiste donc sur l'importance de préserver ce patrimoine, car avec l'igname qui est consommé ou donné en offrande, il y a aussi des paroles dont les nouvelles générations vont se nourrir. Oui, c'est important de parler et les choses, il faut dire, il ne faut pas cacher. La transmission de certaines histoires se fait aussi dans les écoles de Néngone, comme cela s'est fait pour ces enfants de Wakone qui chantent et dansent l'arrivée des Wakoko sur l'île. En fait, c'est les ignames qui sont passés au Pacifique, qui sont venus. Il y a Wajawa, Nuya, Eric et Do Atania et Wakogurawa. Cette histoire a débuté à l'est de l'île de Néngone, mais c'est un patrimoine commun à toute je dirais la commune, les habitants de Marais, mais beaucoup plus nous, le peuple mélanésien. C'est un patrimoine qui nous appartient à tous. Cette année, la fête du Wajawa est marquée par une multitude d'ateliers culturels dédiés aux enfants. Car pour l'association organisatrice, cet événement est aussi un tremplin de transmission culturelle. C'est un patrimoine qui appartient à notre civilisation. Et il est important qu'on le transmette à nos enfants, parce que notre identité, ce seront eux qui vont porter demain. Ce moment de partage autour du Wajawa va s'étaler tout au long du week-end. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.